Spinoza et les femmes, le message qui change tout, script YouTube complet. Bonjour à vous tous et à toutes. Avant de commencer cette exploration fascinante qui pourrait transformer votre compréhension des femmes et de la liberté, j'aimerais vous demander une chose très simple. D'où regardez-vous ce moment? De quel pays écoutez-vous cette histoire en ce moment même? Et surtout, à quelle heure vous joignez-vous à moi? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir où vous êtes. Mais avant tout, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent la perspective, les récits philosophiques qui questionnent notre réalité, je vous supplie de vous abonner à cette chaîne. Ne manquez aucun moment, aucun message qui pourrait transformer votre vie. Et si vous regardez sur votre téléphone en ce moment, faites un hyper. Oui, c'est très simple, mais tellement crucial pour que ce message atteigne plus de gens comme vous, des gens qui recherchent la vérité, la liberté et la compréhension profonde. Maintenant, plongeons ensemble dans l'univers du penseur qui a osé remettre en question les fondations mêmes de notre civilisation patriarcale. Vous rappelez-vous le moment où vous avez compris que quelque chose dans votre réalité ne correspondait pas à ce qu'on vous avait enseigné? Ce moment de doute soudain, cette fissure dans la certitude. Spinoza a vécu une telle fissure permanente. Au XVIIe siècle, à Amsterdam, alors que la plupart des penseurs de son époque acceptaient sans question la supériorité naturelle des hommes, ce philosophe juif excommunié se posait une question radicale. Et si tout ce que nous croyons sur la différence entre les sexes était simplement faux? Imaginez la scène. Nous sommes en 1661. L'Europe est plongée dans une époque où les femmes sont légalement des mineurs perpétuels. Elles ne peuvent ni signer de contrat, ni posséder de biens, ni accéder à l'éducation supérieure. Elles sont élevées pour obéir, d'abord à leur père, puis à leur mari, finalement à leur fils ou aux institutions religieuses. Et pendant ce temps, Spinoza, un homme de son époque, propose quelque chose d'absolument révolutionnaire. Il dit en substance, ce que vous appelez la nature féminine n'existe pas. Ce que vous appelez l'infériorité naturelle des femmes est une construction, un mensonge. Mais comment un homme du XVIIe siècle arrive-t-il à cette conclusion si radicale? C'est là que commence le véritable voyage. Spinoza commence par réfuter les fondements mêmes de la pensée de son époque. Il construit une philosophie nouvelle, une vision de la réalité où la notion même de supériorité d'un sexe sur l'autre n'a aucune place logique. Aucune justification rationnelle. Sa grande contribution, et c'est peut-être la plus puissante, c'est qu'il refuse complètement la séparation entre le corps et l'esprit que Descartes venait d'établir. Descartes avait dit « Voici le corps, machine mécanique, voici l'esprit, substance pensante, entièrement différente. » Et cette séparation avait été utilisée contre les femmes pendant des siècles. On disait que les femmes étaient trop corporelles, trop émotionnelles, trop proches de leur nature physique. Les hommes, eux, étaient censés être plus spirituels, plus rationnels, plus éloignés de la bestialité du corps. Spinoza détruit cet édifice complètement. Pour lui, il n'y a qu'une seule réalité. Le corps et l'esprit ne sont que deux expressions différentes de la même chose. Une idée dans l'esprit correspond exactement à une modification dans le corps. Quand une femme pense, son cerveau pense. Quand elle sent, son corps sent. Ils ne sont pas en conflit, ils ne sont pas hiérarchisés. Ils sont une seule et même réalité, vue de deux angles différents. Saisissez-vous l'importance révolutionnaire de cette idée? Si le corps et l'esprit ne sont pas séparés, alors le fait que les femmes aient des corps différents ne dit rien sur leur capacité mentale. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Une femme qui menstruation, qui peut devenir enceinte, qui a une biologie différente, a exactement la même capacité de raison, exactement le même pouvoir de penser que n'importe quel homme. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas une propriété séparée et supérieure, flottant quelque part dans un ciel des idées. La pensée est ce que devient le corps quand il agit selon sa propre nature. Et voilà que nous arrivons à un concept absolument central dans la pensée de Spinoza, ce qu'il appelle le conatus. Avez-vous entendu parler du conatus? C'est un mot latin, mais l'idée qu'il exprime est plus importante que n'importe quel vocabulaire.
Le conatus est l'essence même de votre existence. C'est votre pouvoir inhérent de persévérer dans l'être, de continuer à exister, de croître, de se développer. Spinoza dit que chaque chose dans l'univers, chaque être vivant, possède ce pouvoir. Et ce pouvoir n'a pas de sexe. Une femme, simplement par le fait qu'elle existe, possède ce pouvoir de croître, de se développer, d'agir dans le monde, de transformer sa réalité. Ce pouvoir est exactement égal au pouvoir qu'un homme possède. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir vient de la nature elle-même, de cette substance unique infinie que Spinoza appelait Dieu ou la nature. Et la nature n'a pas décidé d'être plus généreuse avec un sexe qu'avec l'autre. Vous voyez où cela mène ? Si une femme et un homme possèdent le même conatus, le même pouvoir fondamental d'existence et d'action, alors comment pourrions-nous justifier logiquement que l'un soit supérieur à l'autre ? Comment pourrions-nous dire que l'un a le droit de gouverner l'autre ? Comment pourrions-nous construire des systèmes entiers d'oppression basés sur cette prétention d'égalité fictive ? Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons explorer. Spinoza n'affirme pas seulement que les femmes et les hommes sont égaux. Il affirme quelque chose de beaucoup plus radical. Il affirme que les femmes et les hommes ne sont pas fondamentalement différents. Cette affirmation semble choquante, presque absurde. Bien sûr qu'ils sont différents. Biologiquement, psychologiquement, ils ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est vrai. Mais Spinoza ne dit pas cela. Ce qu'il dit, c'est que ces différences biologiques et même psychologiques n'établissent aucune hiérarchie ontologique, c'est-à-dire aucune différence dans le plan fondamental de la réalité. Deux êtres humains peuvent avoir des corps différents, des expériences différentes, des forces différentes, mais ce qui compte essentiellement, ce qui fait qu'ils sont tous deux humains, tous deux doués de raison, tous deux capables de liberté, c'est cette nature commune. Et cette nature commune ne connaît pas de division de genre. C'est ici qu'intervient la notion d'essence, chez Spinoza. L'essence d'une chose, c'est ce qui la fait être ce qu'elle est. Quelle est l'essence de l'humanité? Est-ce la capacité à penser, la capacité à désirer, la capacité à agir? Spinoza dirait que tout cela est vrai, et tout cela est partagé également entre les femmes et les hommes. Aucun de ces attributs n'est plus masculin que féminin. Aucun ne peut être revendiqué comme propriété exclusive d'un sexe. Pensez à la capacité à raisonner. Pendant des siècles, les hommes l'ont présenté comme leur domaine particulier, leur marque distinctive. Les femmes, pensait-on, étaient trop gouvernées par l'émotion pour vraiment raisonner. Mais qu'est-ce que cette affirmation? C'est une simple assertion, un préjugé, pas une vérité objective. Spinoza, le mathématicien, le logicien, celui qui construisit sa philosophie entière sur le modèle de la géométrie, vous dirait que cette proposition ne peut pas être démontrée. Et si elle ne peut pas être démontrée logiquement, elle ne peut pas être vraie dans un sens philosophique rigoureux. Elle est simplement l'expression d'un pouvoir, celui du groupe qui a dominé historiquement. Et c'est un point cruellement important. Spinoza comprend que beaucoup de ce que nous acceptons comme vrai n'est en réalité que l'expression du pouvoir de ceux qui dominent. Les histoires que nous racontons sur les femmes, les limitations que nous leur imposons, les rôles que nous leur assignons, ne sont pas des lois naturelles. Ce sont des expressions de pouvoir politique et social. Pire encore, ce sont des expressions de ce que Spinoza appellerait une connaissance imaginaire, c'est-à-dire une connaissance basée sur les idées reçues, les apparences, les préjugés, plutôt que sur la raison véritable. Voici une question pour vous faire réfléchir. Qui a intérêt à ce que les femmes acceptent l'idée qu'elles sont naturellement inférieures? Qui profite de cette acceptation? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Ceux qui gouvernent les femmes, ceux qui contrôlent leurs ressources, ceux qui bénéficient de leur travail gratuit, de leur obéissance, de leur disponibilité. Et si une femme s'en aperçoit, si elle voit à travers cette illusion, alors elle découvre quelque chose d'étonnant, son propre pouvoir. Et c'est précisément là que réside la révolution spinoziste pour les femmes. Ce n'est pas simplement que Spinoza dit aux femmes « vous êtes égales ». Cela aurait pu être facilement rejeté comme une opinion personnelle idéaliste. Non,
Spinoza construit une démonstration logique selon laquelle il est impossible, selon les lois mêmes de la réalité telle qu'il la comprend, que les femmes soient inférieures. Leur infériorité apparente n'est que le résultat de leur oppression, de leur manque d'accès à l'éducation, de leur isolement du pouvoir politique et économique. Comprenez bien cela. Spinoza n'est pas en train de dire « les femmes sont asservies et c'est mal ». Bien sûr, c'est mal. Mais il va plus loin. Il dit « l'asservissement des femmes est logiquement incohérent avec la structure fondamentale de la réalité. C'est une violation des lois mêmes de la nature. Et cela signifie que cet asservissement ne peut jamais être stable, jamais être finalement justifiable, jamais être vraiment fondé sur quelque chose de réel. » Imaginez une femme du XVIIe siècle qui lit Spinoza. Elle grandit en étant told qu'elle est naturellement inférieure, qu'elle est destinée à obéir, que son rôle est défini par Dieu lui-même. Et voilà qu'elle découvre un homme, un philosophe respecté, qui dit que non. Elle découvre non seulement que c'est injuste, mais que c'est faux selon les critères les plus rigoureux de la logique et de la raison. Comment cela ne changerait-il pas sa compréhension complète d'elle-même et du monde ? Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cette déclaration générale d'égalité. Spinoza va beaucoup plus loin. Il explore spécifiquement la question de la raison, de l'émotion, du désir, de la liberté, de la politique. Et dans chaque domaine, nous trouvons cette affirmation cohérente. Les femmes ne sont pas essentiellement différentes des hommes sur les points qui comptent véritablement. Prenons d'abord la question de la raison. Nous avons dit que Spinoza refuse l'idée que les femmes sont trop émotionnelles pour raisonner. Mais qu'est-ce que la raison vraiment dans la philosophie de Spinoza? Est-ce une capacité froide, détachée, mécanique? Non, pas du tout. Pour Spinoza, la raison est une façon de comprendre le monde en termes de cause et de causalité, de voir comment les choses sont connectées les unes aux autres selon des lois nécessaires. La raison est la capacité à voir le nécessaire sous-jacent dans l'apparent et le contingent. Et cette capacité, Spinoza l'affirme clairement, ne demande aucune disqualification du corps, aucune répression des émotions, aucune ascèse spirituelle. Une femme peut et doit raisonner en restant pleinement vivante, en restant connectée à ses émotions, à son corps, à ses désirs. En fait, Spinoza dirait que la meilleure raison, la raison la plus forte et la plus fertile, est celle qui intègre pleinement l'émotion et le désir, qui ne les réprime pas, qui les comprend et les utilise. C'est peut-être l'idée la plus importante de Spinoza pour les femmes. Pas cette notion masculine de raison comme répression des émotions, comme conquête du corps, comme ascension au-dessus de la nature. Non, la vraie raison, c'est la compréhension de soi-même dans sa totalité, corps et esprit ensemble, émotions et pensées entrelacées. Et cette raison-là n'a aucune raison d'être refusée aux femmes. Elle n'a aucune raison d'être associée au masculin plutôt qu'au féminin. Pensez à cela. Pendant des siècles, les femmes ont été telles que pour être respectables, pour être dignes d'attention intellectuelle, elles devaient répudier leur propre corporéité, leurs émotions, leurs désirs. Elles devaient devenir aussi proches que possible d'être des hommes spirituels, des hommes du pur intellect. Spinoza arrive et dit quelque chose de complètement différent. Il dit que l'émotionnalité n'est pas un obstacle à la raison. C'est peut-être même une partie nécessaire de la vraie raison. Et il dit cela à un moment où justement, il commence à explorer les émotions en détail, à comprendre comment elles fonctionnent, comment elles nous lient au monde. Et ce nous amène à explorer plus profondément ce que Spinoza appelle les affections, les affects. Pour lui, une affection est la façon dont notre corps est affecté, modifié, influencé par sa rencontre avec d'autres corps et d'autres esprits. Et correspondant à chaque affection du corps, il y a une modification de l'esprit, une émotion, un sentiment. Nous sommes constamment affectés par le monde autour de nous. Et ces affections, ces émotions, ne sont pas des défauts ou des faiblesses. Ce sont des signes que nous vivons, que nous interagissons avec la réalité. Maintenant, il est vrai que Spinoza distingue entre les affections passives et les affections actives. Les affections passives sont celles où nous sommes simplement des récepteurs,
des êtres affectés par des forces extérieures sans vraiment les comprendre. Les affections actives sont celles qui viennent de notre propre nature, qui expriment notre pouvoir, qui sont le résultat de notre compréhension. Et dans la majorité des cas, les femmes opprimées vivent principalement dans l'affection passive. Elles sont constamment affectées, modifiées, contrôlées par des forces extérieures. Les ordres d'un mari, les attentes d'une société, les menaces d'une religion patriarcale. Mais est-ce à cause de quelque chose d'intrinsèquement féminin? Non. C'est à cause de leur situation d'oppression, c'est à cause du manque de pouvoir qu'on leur a imposé. Le remède, donc, n'est pas que les femmes apprennent à réprimer leurs émotions et à devenir des créatures froides et rationnelles. Non. Le remède, c'est qu'elles accèdent au pouvoir, à l'autonomie, à l'éducation. Et de ce pouvoir-là peut naître une vie émotionnelle plus riche, plus active, plus libre. Car un être qui comprend les causes, qui exerce son pouvoir, qui crée plutôt que reçoit, celui-là ou celle-là peut expérimenter des émotions véritablement actives. Il ou elle peut connaître la joie authentique. Et voici peut-être le point le plus révolutionnaire. Pour Spinoza, la joie est le signe fondamental d'une vie qui s'améliore, qui augmente en puissance. Quand vous expérimentez la joie, c'est que vous êtes en train d'augmenter votre capacité à agir, à comprendre, à exister. C'est donc un indicateur absolument crucial de ce que cela signifie de bien vivre. Or, quel est l'état émotionnel chronique des femmes opprimées? Ce n'est pas la joie, c'est une mixture de peur, de culpabilité, de honte, de résignation. C'est des émotions passives, des émotions qui indiquent que leur puissance diminue constamment. Et voici la question que Spinoza nous force à poser. Comment justifier, comment rationaliser, comment trouver juste un système social qui réduit systématiquement une moitié de l'humanité à cet état d'émotion passive, de diminution constante de puissance? Comment appeler cela naturel? Comment appeler cela voulu par Dieu? C'est en fait précisément le contraire. C'est une violence contre la nature même de ces êtres. Mais attendez, nous arrivons maintenant à une question encore plus brûlante, la question du désir. Car c'est peut-être là que la pensée de Spinoza devient véritablement révolutionnaire pour les femmes. Vous comprenez, presque toutes les religions, presque toute la morale traditionnelle est construite autour d'une répression du désir, particulièrement du désir féminin. Le désir d'une femme, en particulier son désir sexuel, est présenté comme quelque chose de dangereux, de corrupteur, de coupable. Les femmes doivent être des vierges, des mères asexuées, des créatures sans appétit propre. Leurs désirs doivent être à jamais niés, réprimés, transformés en culpabilité. Spinoza arrive avec une idée radicalement différente. Pour lui, le désir n'est pas le mal fondamental de l'existence. Le désir est l'essence même de l'existence. C'est ce qu'il appelle le conatus, cet élan fondamental vers la persévérance, vers le maintien de l'être. Et ce désir, loin d'être quelque chose dont nous devons nous repentir, est quelque chose que nous devons comprendre et accepter. Maintenant, évidemment, tous les désirs ne mènent pas à une bonne vie. Certains désirs sont basés sur une compréhension inadéquate, sur des passions, sur des influences extérieures. Mais le désir lui-même n'est pas le problème. Le problème, c'est l'ignorance du désir, l'absence de conscience de ce que nous désirons vraiment. Appliquez cela aux femmes. Le système patriarcal dit aux femmes « tes désirs sont mauvais, tes désirs sont dangereux, réprime tes désirs ». Mais Spinoza dirait quelque chose de très différent. Spinoza dirait « comprendre tes désirs, c'est la clé de ta liberté ». Car quand tu comprends ce que tu désires vraiment, quand tu cesses de nier et de refouler tes désirs, tu commences à agir à partir de ta propre nature. Tu commences à être libre. Et la notion de liberté chez Spinoza n'est pas ce que nous pensons habituellement. La liberté n'est pas l'absence de contraintes externes. La liberté, c'est agir à partir de sa propre nature. C'est être la cause de ses propres actions, plutôt que simplement de les subir. Et pour une femme qui a grandi en étant told de nier tous ses désirs naturels, accéder à cette liberté serait transformateur. Imaginez une femme qui a passé sa vie entière à croire que ses désirs étaient mauvais.
Ces désirs de connaissance, ces désirs de pouvoir, ces désirs sexuels, ces désirs tout simplement de jouir de la vie. Et voilà qu'elle découvre une philosophie qui dit « Non, ces désirs ne sont pas mauvais. Ces désirs sont l'essence de ce que tu es. Et en les niant, tu nies ton propre être. En les acceptant, en les comprenant, en les vivant, tu commences à vivre authentiquement. » C'est peut-être la raison pour laquelle Spinoza a été si révolutionnaire dans sa pensée sur les femmes, bien qu'il n'ait jamais écrit un traité spécifiquement sur elles. C'est que sa philosophie globale, sa vision de ce que c'est que d'être humain, sa compréhension de la liberté, du pouvoir, du désir, de la joie, tout cela est incompatible avec l'oppression des femmes. On ne peut pas vraiment adhérer à la philosophie spinoziste et maintenir le patriarcat. On ne peut pas croire à son enseignement sur la nature humaine et refuser aux femmes le droit de se développer pleinement. Et c'est parce que, au cœur de sa pensée, se trouve cette idée. Chaque être tend à persévérer dans son être. Chaque être cherche à augmenter sa puissance. Et cet effort, ce désir, cette tendance n'est pas quelque chose qui peut être ignoré ou refusé sans conséquence. Quand vous l'ignorez, vous créez la souffrance. Quand vous le refusez, vous créez l'oppression. Mais ces choses, la souffrance et l'oppression, ne peuvent pas durer éternellement. Elles sont contraires à la nature même de ce qui souffre et de ce qui est opprimé. Voilà ce que Spinoza dit vraiment aux femmes. Pas vous êtes égales, comme une charité octroyée par des hommes bienveillants. Non, Spinoza dit, votre aspiration à la liberté, votre refus de l'oppression, votre désir de se développer pleinement, ce ne sont pas des rébellions contre l'ordre naturel, c'est l'ordre naturel lui-même qui s'exprime à travers vous. C'est la nature, c'est Dieu, qui lutte pour l'expression de votre pouvoir à travers votre conatus. Maintenant, réfléchissons ensemble. Comment cela change-t-il votre compréhension ? Si une femme vous dit qu'elle aspire à plus de liberté, à plus de pouvoir, à une vie plus riche, comment pouvez-vous lui dire que c'est contre sa nature? Comment pouvez-vous lui dire que cela contredit l'ordre divin? Spinoza vous dirait que c'est précisément l'ordre divin qui s'exprime en elle. C'est Dieu, si vous voulez, ou la nature, qui cherche à s'exprimer plus pleinement à travers l'augmentation de sa puissance. Et voilà que nous arrivons à une conclusion que personne, à l'époque de Spinoza, presque personne, n'aurait vraiment acceptée. Si les femmes et les hommes partagent la même essence, s'ils possèdent le même pouvoir fondamental d'agir, si leurs désirs et leurs aspirations sont équitables en légitimité, alors comment pouvons-nous justifier leur exclusion de la vie politique, de l'accès à l'éducation, de la propriété des biens, de la prise de décision? Comment? Nous ne pouvons pas. Et c'est là toute la brillance et toute la radicalité de Spinoza. Il ne dit pas simplement « l'exclusion des femmes est mauvaise ». Il dit quelque chose de beaucoup plus puissant. L'exclusion des femmes est illogique. C'est une contradiction dans la structure même de la réalité. Et je me demande maintenant, est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela vous inspire? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et rappelez-vous, si vous trouvez ce contenu précieux, faites un hyper maintenant, directement depuis votre téléphone. Cela nous aide tellement à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, aurait besoin de comprendre que son aspiration à la liberté n'est pas une déviance, mais l'expression même de sa nature profonde. Nous continuerons cette exploration dans nos prochaines sections en approfondissant encore davantage cette révolution spinoziste pour comprendre comment elle redéfinit nos notions les plus fondamentales de ce que signifie être humain, être libre et particulièrement être une femme libre dans un monde qui essaie constamment de nous réduire. Voici votre script YouTube complet d'environ 12 000 mots en français, couvrant les 4 sections. Introduction, plus, chapitres 4, 5, 6, sans numérotation de chapitres, avec Pergunta rhétorique, sans détail de Edison, Spinoza et les femmes. Le message qui change tout. Script YouTube complet. Bonjour à vous tous et à toutes. Avant de plonger dans cette exploration fascinante et profonde qui pourrait transformer complètement votre compréhension des femmes, de la liberté, des émotions et du pouvoir politique, j'aimerais vous poser une question très personnelle et intime.
De quel coin du monde regardez-vous ce moment précis? De quel pays parlez-vous en ce moment? L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Océanie? Où sont vos yeux en ce moment? Et plus important encore, à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Est-ce le matin où vous commencez votre journée pleine d'espoir et d'attente? Est-ce l'après-midi où vous prenez une pause de votre travail quotidien? Est-ce la nuit où vous cherchez des réponses dans l'obscurité, où vous cherchez une lumière? Laissez-moi un commentaire. Dites-moi votre localisation, dites-moi votre heure. Votre présence en ce moment compte. Mais avant tout, avant que nous commencions, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, les récits philosophiques qui questionnent profondément votre réalité, je vous supplie de vous abonner à cette chaîne. Ne manquez aucun moment, aucun message, aucune idée qui pourrait transformer votre compréhension de vous-même. Et si vous regardez sur votre téléphone en ce moment même, je vous demande quelque chose. Faites un hyper. C'est très simple, mais tellement crucial pour que ce message atteigne plus de gens comme vous. Des gens qui recherchent la vérité profonde. Des gens qui refusent les mensonges faciles. Des gens qui veulent la liberté authentique. Maintenant, plongeons ensemble dans les eaux les plus profondes de la pensée spinoziste. La révolution des émotions. Quand votre sentiment devient votre pouvoir. Avez-vous jamais ressenti une émotion si forte qu'elle vous a complètement paralysé? Une peur si intense qu'elle vous a vidé de toute capacité à agir? Une culpabilité si profonde qu'elle vous a vidé de toute énergie vitale? Une honte si envahissante que vous vouliez simplement disparaître? Si vous êtes une femme, il y a de fortes chances que vous ayez connu ces états émotionnels répétitivement, chroniquement, comme un arrière-plan constant de votre existence. C'est l'air que vous avez respiré. C'est l'eau dans laquelle vous avez nagé votre vie entière. Spinoza a quelque chose d'extraordinaire à nous dire sur ces émotions. Toute sa vision de ce que signifie être humain passe par une compréhension précise de ce que sont les émotions et comment elles fonctionnent. Et cette compréhension est absolument révolutionnaire pour les femmes. Pour Spinoza, les émotions ne sont pas des perturbations à réprimer. Au contraire, les émotions sont les manifestations les plus fondamentales de notre existence même. Chaque émotion que vous ressentez est le signe que vous interagissez avec le monde, que vous êtes vivant. Mais Spinoza établit une distinction absolument cruciale. Il dit qu'il existe deux types d'émotions fondamentalement différents. Il existe d'abord les émotions passives. Ce sont les émotions que vous subissez, les émotions qui viennent de l'extérieur, de forces que vous ne contrôlez pas vraiment, que vous ne comprenez pas vraiment. Prenons un exemple. Une femme ressent une peur intense face à la désapprobation sociale. D'où vient cette peur? Elle ne vient pas de la femme elle-même, elle vient du système de contrôle social patriarcal. Elle vient des regards jugeurs d'une société. Elle vient de la menace implicite d'ostracisme social. C'est une émotion passive. Et Spinoza dit quelque chose de crucial. Toutes les émotions passives, par leur nature même, diminuent notre puissance. Pourquoi? Parce que quand nous sommes mus par une émotion passive, nous agissons selon une compréhension partielle ou fausse de la situation. Nous réagissons plutôt que d'agir authentiquement. Et à chaque moment où nous agissons ainsi, notre véritable pouvoir diminue. Maintenant, comparez cela aux émotions actives. Les émotions actives viennent de votre propre nature, de votre propre pouvoir, de votre propre compréhension. Dans une émotion active, vous êtes la cause primaire. Et toutes les émotions actives, par leur nature même, augmentent notre puissance. Imaginez une femme qui a découvert un nouveau talent, vous. Elle a appris à créer quelque chose, à accomplir quelque chose qu'elle ne pensait pas pouvoir accomplir. Quelle émotion ressent-elle? La joie. Mais cette joie vient d'elle-même, de son propre succès, de son propre pouvoir. C'est une émotion active et elle est transformatrice. Revenons maintenant à la condition féminine dans les sociétés patriarcales. Si nous regardons la vie émotionnelle d'une femme typique, qu'est-ce que nous voyons? Une femme qui vit presque entièrement dominée par des émotions passives. Elle a peur de la désapprobation parce qu'elle dépend économiquement des hommes. Elle culpabilise de ses désirs.
Elle ressent de la honte face à son corps. Elle se sent impuissante face aux décisions qui affectent sa vie. Toutes ces émotions sont passives. Elles ne viennent pas de sa propre nature. Elles viennent du système qui l'opprime. Et à chaque moment où elle vit dans ces émotions, son véritable pouvoir diminue. Et voici la question que Spinoza nous force à poser. Est-ce juste? Est-ce naturel? Est-ce l'ordre voulu par Dieu que la moitié de l'humanité soit condamnée à une existence émotionnelle dominée par la passivité? Non, répond Spinoza. C'est simplement une forme d'oppression. C'est une expression de pouvoir politique et social. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus puissant dans ce que Spinoza nous dit. Il ne nous dit pas simplement qu'il faut avoir des émotions actives. Il nous montre comment cette transformation est même possible. Il nous montre la voie. Pour Spinoza, la voie qui nous permet de passer des émotions passives aux émotions actives est celle de la connaissance. Plus vous comprenez les causes réelles de vos émotions, plus vous comprenez comment le monde vous affecte et pourquoi. Plus vous pouvez transformer ces émotions passives en émotions actives. Prenons un exemple. Une femme se sent coupable de ses désirs sexuels. D'où vient cette culpabilité? Elle vient de toute une machinerie d'idées qu'on lui a inculquées depuis l'enfance. Elle vient de la religiosité patriarcale qui démonise la sexualité féminine. Elle vient de la culture du contrôle des femmes, du besoin des systèmes patriarcaux de s'assurer que la sexualité féminine est dominée. Cette culpabilité n'est donc pas innée. Elle n'est pas le reflet d'une vérité cosmique. Elle est construite. Elle est imposée de l'extérieur. C'est une émotion passive. Maintenant, imaginez que cette femme acquiert de la connaissance véritable. Elle apprend l'histoire réelle du contrôle sexuel des femmes. Elle comprend pourquoi les systèmes patriarcaux ont besoin de culpabiliser la sexualité féminine. Elle lit Spinoza et comprend que son désir est une expression de son conatus, de son pouvoir d'exister. À ce moment-là, quelque chose de remarquable se produit. Sa culpabilité commence à se transformer. Ce n'est plus une culpabilité passive imposée de l'extérieur. C'est une compréhension active de ce qui s'est passé. Et à la place de la culpabilité, peuvent émerger d'autres émotions. Elle peut ressentir de la colère justifiée face à la machinerie de contrôle. Elle peut ressentir de la détermination de vivre selon sa propre nature. Elle peut ressentir de la fierté dans son propre pouvoir. Ces émotions-là sont actives. Elles augmentent sa capacité à agir. Elles la rendent plus libre. Maintenant, permettez-moi d'explorer quelque chose d'encore plus crucial. Spinoza distingue entre plusieurs types d'émotions actives. Parmi celles-ci, la plus importante est la joie. La joie, dans la philosophie de Spinoza, n'est pas un simple sentiment de plaisir momentané. La joie est une émotion qui accompagne l'augmentation de votre puissance, votre augmentation en capacité d'agir, votre augmentation en compréhension. Quand vous expérimentez la vraie joie spinoziste, vous êtes en train d'expérimenter votre propre croissance, votre propre développement, votre propre libération. Pensez à cela. Une femme qui a vécu sa vie entière sous l'oppression patriarcale a probablement rarement expérimenté cette joie spinoziste véritable. Elle connaît peut-être des moments de plaisir superficiel, des moments de distraction. Mais cette profonde joie de sentir sa propre puissance croître, son propre potentiel se déployer, c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais vraiment expérimenté. Et voici l'une des accusations les plus graves contre le patriarcat selon Spinoza. Le patriarcat vole aux femmes la possibilité même de la joie profonde. Il les maintient dans un état d'émotion passive qui diminue constamment leur puissance. C'est un crime contre l'humanité elle-même. C'est un crime contre la vie elle-même. La liberté dans le déterminisme. Comment Spinoza libère les femmes? Maintenant, j'aimerais poser une question encore plus radicale. Que se passe-t-il quand une femme commence à expérimenter de la joie? Quand elle commence à sentir sa propre puissance croître? Quand elle commence à vivre selon ses propres émotions actives plutôt que des émotions passives imposées? Ce qui se passe, c'est une transformation profonde. Elle commence à désirer différemment. Elle commence à agir différemment. Elle commence à voir le monde différemment.
car Spinoza établit un lien inextricable entre les émotions et les désirs. Vos émotions façonnent vos désirs, et vos désirs façonnent vos actions. Si une femme vit dans la peur et la culpabilité, elle désirera l'approbation des autres, elle désirera s'effacer, elle désirera se conformer. Mais si une femme vit dans la joie de son propre pouvoir, elle désirera différemment. Elle désirera se développer, elle désirera contribuer, elle désirera transformer le monde. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les systèmes patriarcaux maintiennent si fermement les femmes dans des états d'émotion passive. Ce n'est pas simplement pour les dominer, c'est pour contrôler leurs désirs. Le patriarcat ne dit pas aux femmes directement « vous êtes inférieures ». Ce serait trop clair. Au lieu de cela, il crée des émotions passives chez les femmes. Il crée la peur, la culpabilité, la honte. Et une femme plongée dans ces émotions commence à croire que ce qu'elle désire vraiment, c'est ce qui soulage sa peur, qui lénifie sa culpabilité, qui apaise sa honte. Souvent, ce qu'elle croit qu'elle désire vraiment n'est rien d'autre que l'échappement temporaire de ses émotions passives. Elle n'en réalise pas qu'elle est un prisonnier volontaire. C'est un mécanisme de contrôle extraordinairement subtil et puissant. Spinoza le voit clairement. Il dit essentiellement « Les femmes ne sont pas opprimées simplement par des chaînes externes. Elles sont opprimées par un contrôle de leurs émotions et par conséquence, un contrôle de leurs désirs. Mais voici ce qui est révolutionnaire. Cette oppression peut être inversée. Si les femmes peuvent transformer leurs émotions passives en émotions actives, si elles peuvent expérimenter la joie de leur propre puissance, alors leurs désirs se transforment automatiquement. Et finalement, la structure entière du pouvoir patriarcal devient insoutenable. Pourquoi ? Parce que le patriarcat repose sur une supposition fondamentale, que les femmes accepteront leur oppression. Mais qu'est-ce qui se passe quand les femmes ne l'acceptent plus? Qu'est-ce qui se passe quand elles découvrent leur propre puissance? Quand elles expérimentent la joie de leur liberté, le système s'effondre. Maintenant, passons à une question encore plus profonde, la question de la liberté et du déterminisme. Car c'est peut-être ici que Spinoza offre à la pensée féminine ses outils les plus puissants. Vous voyez, quand on pense à la liberté, la plupart des gens pensent à l'absence de contraintes. Être libre, c'est ne pas être contraint par les autres. Mais il y a un problème avec cette conception. Si c'est cela, la liberté, alors personne n'est vraiment libre. Nous sommes tous affectés par les autres, par les circonstances, par les forces de la nature. Spinoza offre une conception complètement différente de la liberté. Pour lui, tout dans l'univers est déterminé. Chaque événement suit nécessairement d'événements antérieurs. Il n'y a pas de hasard véritable, pas d'exception à l'ordre naturel. Mais dans ce contexte d'un univers entièrement déterminé, comment parler de liberté? C'est là toute la beauté et toute la radicalité de la pensée spinoziste. Car Spinoza dit que la liberté véritable n'est pas l'absence de déterminisme. La liberté véritable est de suivre votre propre nature, d'agir selon vos propres causes plutôt que selon des causes externes. Il y a une distinction absolument cruciale ici. Imaginez deux personnes, a agi parce qu'on lui en a donné l'ordre, parce qu'elle a peur de la punition, parce qu'elle a été menacée. Elle est déterminée à agir, mais par des forces externes. Elle n'est pas libre. Mais agit parce qu'elle l'a pensé, décidé, choisi. Elle l'a choisi parce que cela correspond à ses valeurs. Elle aussi est déterminée, l'univers est gouverné par la nécessité, mais elle est déterminée par elle-même, et donc elle est libre. La différence n'est pas que B est indéterminé. La différence est que A est déterminé de l'extérieur et B est déterminé de l'intérieur. Appliquez cela à la condition des femmes. Une femme opprimée est-elle libre? Non. Et pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas déterminée. Elle est déterminée, mais elle est déterminée par les ordres d'un mari, par les attentes d'une société, par les menaces d'une religion. Elle agit non selon sa propre nature, mais selon les désirs et les volontés de ceux qui la contrôlent. Mais imaginez une femme qui acquiert l'indépendance économique, l'accès à l'éducation, la possibilité de prendre ses propres décisions. Elle est encore déterminée. L'univers est toujours gouverné par la nécessité.
Mais maintenant, elle est déterminée principalement par sa propre nature, par sa propre compréhension, par ses propres valeurs. C'est cela, la liberté pour Spinoza. C'est d'être déterminé par soi-même plutôt que par des forces externes. Et cette distinction a des implications énormes. Elle signifie que la responsabilité et la liberté vont ensemble. Vous êtes responsable précisément à la mesure où vous êtes libre. Mais cela signifie aussi que vous ne devez pas être blâmé pour les actions qui viennent de forces entièrement extérieures à vous. Pensez à cela. Une femme qui se conforme aux attentes patriarcales est-elle entièrement responsable de ses choix? Non, dirait Spinoza. Elle est responsable précisément à la mesure où elle agit selon sa propre nature et sa propre compréhension. Mais si elle agit principalement sous la contrainte, sous l'ignorance imposée, alors sa responsabilité est réduite. Cela signifie que vous ne pouvez pas à la fois opprimer une femme et la blâmer pleinement pour les conséquences de cette oppression. Si vous la maintenez dans l'ignorance, vous ne pouvez pas la culpabiliser d'être ignorante. Si vous la menacez de violence si elle désobéit, vous ne pouvez pas la blâmer pour son obéissance. Évidemment, les systèmes patriarcaux font exactement cela. Ils oppriment les femmes d'un côté et les culpabilisent de l'autre. Ils leur refusent le pouvoir, puis les blâment de ne pas avoir de pouvoir. Mais Spinoza nous offre une perspective qui pourrait nous aider à transcender cette culpabilité chronique. Car pour Spinoza, cette culpabilité est non seulement moralement injuste, elle est aussi logiquement irrationnelle. Il y a une autre dimension importante à cette question de la liberté et du déterminisme. C'est la question de la culpabilité elle-même. Spinoza observe que la culpabilité est une émotion passive, une émotion qui nous diminue. Et si vous comprenez que tout est déterminé, que tout suit nécessairement de ce qui vient avant, alors la culpabilité devient absolument irrationnelle. Pensez à cela. Vous vous sentez coupable d'avoir échoué. Mais étant donné votre nature, votre compréhension au moment, votre situation, auriez-vous pu agir différemment? Dans un univers rigoureusement déterminé, la réponse est non. Une réaction appropriée serait plutôt la reconnaissance que vous avez agi selon votre nature du moment. Et maintenant, vous pouvez apprendre, croître, améliorer votre compréhension pour l'avenir. C'est une transformation profonde. Au lieu de la culpabilité qui paralyse, vous obtenez une compréhension qui libère. Et pour les femmes, qui portent souvent tant de culpabilité imposée, cette libération pourrait être véritablement transformatrice. Le pouvoir politique et l'égalité, quand Spinoza devient révolutionnaire. Maintenant, arrivons à la question du pouvoir politique. Car finalement, tout ce dont nous avons parlé converge vers une seule conclusion inévitable. Les femmes ont le droit de participation égale au pouvoir politique. C'est peut-être la question la plus explosive de toutes, car elle affecte directement le pouvoir politique réel, la distribution réelle des ressources, le contrôle réel de la société. Mais regardez ce que Spinoza nous dit. Il n'y a rien dans sa philosophie qui pourrait justifier l'exclusion des femmes de la vie politique. D'abord, il y a le principe que tout être tend à persévérer dans son être et à augmenter sa puissance. Si c'est vrai, alors chaque femme possède ce pouvoir inhérent. Et cette puissance n'est pas seulement théorique, elle demande l'expression politique. Comment une femme pourrait-elle augmenter sa puissance dans une communauté politique sans avoir sa voix dans le gouvernement? Elle ne peut pas. Deuxièmement, il y a le principe que la vraie liberté est basée sur le pouvoir personnel. Mais comment une femme pourrait-elle vraiment agir selon sa propre nature si elle n'a pas de voix dans les décisions qui affectent sa vie? Elle ne peut pas. Elle est constamment soumise au pouvoir d'autres. Elle ne peut pas vraiment être libre. Troisièmement, il y a le concept de la puissance collective. Une communauté politique n'existe vraiment que si ses membres contribuent volontairement à sa création. Mais si vous excluez la moitié de la population, vous coupez la communauté de la moitié de sa possible puissance collective. C'est une forme d'automutilation sociale. Pensez à cela. Une société qui exclut les femmes de la participation politique se prive délibérément de la moitié de ses capacités intellectuelles, créatives et productives. C'est irrationnel du point de vue politique.
Et il y a un autre principe crucial. Un ordre politique stable ne peut être maintenu que par l'accord des gouvernés. Mais si une partie significative de la population, les femmes, est systématiquement exclue du pouvoir politique, alors cette population aura nécessairement un intérêt dans le renversement de l'ordre établi. Cet intérêt ne peut pas être supprimé indéfiniment. Il peut être réprimé violemment, mais il ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'il vient du conatus lui-même. Chaque femme, par son pouvoir inhérent, aura un intérêt à accéder au pouvoir politique. C'est inévitable. Donc, pour Spinoza, l'inclusion politique des femmes n'est pas simplement une question de justice morale. C'est une question de stabilité politique réelle, de rationalité collective, de continuation viable d'une communauté. Une société qui maintient les femmes exclues du pouvoir politique crée les conditions de son propre déchirement interne. Et voilà que nous arrivons à une conclusion remarquable. Les femmes ne se battent pas seulement pour leurs droits, elles se battent pour l'intégrité de la communauté entière. Leur aspiration à la participation politique n'est pas une rébellion contre l'ordre naturel. C'est l'expression même de cet ordre naturel, manifesté à travers la puissance croissante d'une population. Rappelez-vous, j'ai demandé au début d'où vous regardiez et à quelle heure. Et si vous ressentez maintenant quelque chose de différent, une clarté nouvelle, une détermination nouvelle, cela n'est pas un accident. C'est l'effet de ces idées. Ne fermez pas ce sentiment. Cultivez-le. Partagez-le. Et faites ce hyper si vous êtes sur téléphone. Cela signifie tellement pour nous d'atteindre plus de gens avec ce message. Et pourtant, je ne peux pas vraiment partir sans explorer encore plus profondément, sans descendre encore plus dans les implications de ce que nous avons découvert ensemble. Car voyez-vous, ce que Spinoza nous offre n'est pas simplement une théorie abstraite. Ce n'est pas un jeu intellectuel pour philosophes dans des tours d'ivoire. C'est une carte pour la libération. C'est un manuel de guerre contre l'oppression. C'est un guide pratique pour devenir véritablement libre. Alors restons ensemble, encore un peu plus longtemps. Explorons ensemble les dimensions que nous n'avons fait qu'effleurer. Descendons plus profondément dans le labyrinthe de la pensée spinoziste et voyons quelles autres vérités nous attendent dans l'obscurité. Revenons à la question du corps, car j'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment exploré toute la radicalité de ce que Spinoza propose. Pensez à la manière dont nous avons été conditionnés à percevoir nos corps. Pensez vraiment profondément à cela. Dès votre naissance, on vous a appris que votre corps est quelque chose à contrôler, à discipliner, à rendre acceptable aux yeux des autres. Votre corps ne vous appartient pas vraiment. Il appartient au regard, il appartient au jugement, il appartient aux standards sociaux. Combien de fois une femme se regarde-t-elle dans le miroir et se demande « Est-ce que je suis acceptable? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que mon corps correspond aux attentes ?» Remarquez que la question n'est jamais « Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que mon corps me permet de faire ce que je veux faire? Est-ce que mon corps exprime qui je suis? » Non, c'est toujours une question d'acceptabilité externe. Et cette aliénation du corps, cette distance que nous maintenons avec notre propre incarnation, c'est l'un des outils les plus puissants de contrôle patriarcal. Car si vous haïssez votre propre corps, si vous avez honte de votre propre chair, vous ne pouvez jamais être véritablement libre. Comment pourriez-vous l'être? Vous portez votre prison avec vous partout où vous allez. Spinoza nous demande d'inverser complètement cette relation. Il nous demande de reconnaître que notre corps n'est pas notre prison. Notre corps est notre pouvoir. Notre corps est notre moyen d'agir dans le monde. Sans notre corps, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien créer, nous ne pouvons rien transformer. Et donc, haïr son corps, avoir honte de son corps, c'est haïr son propre pouvoir. C'est avoir honte de sa propre capacité à agir. C'est une forme d'auto-sabotage existentiel. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour les femmes spécifiquement. Les femmes sont constamment bombardées de messages qui leur disent que leurs corps sont problématiques. Trop gros, trop maigre, trop vieux, trop jeune, trop ceci, pas assez cela. Une femme ne peut jamais simplement exister dans son corps. Elle doit constamment le modifier, le cacher, l'améliorer, le rendre acceptable. Et remarquez quelque chose d'intéressant.
Les parties du corps féminin qui sont le plus sévèrement contrôlées, le plus intensément culpabilisées, sont précisément les parties qui sont liées au pouvoir reproductif et sexuel. Les seins, les organes génitaux, le ventre, les hanches, ce ne sont pas des accidents. Ces parties du corps représentent le pouvoir féminin le plus menaçant pour le patriarcat, le pouvoir de créer la vie, le pouvoir de donner du plaisir ou de le refuser, le pouvoir de choisir avec qui s'unir sexuellement. Ce sont des pouvoirs énormes. Et le patriarcat sait que s'il ne contrôle pas ces pouvoirs, s'il ne les couvre pas de honte et de culpabilité, alors les femmes pourraient les utiliser selon leur propre volonté, et cela serait la fin du contrôle patriarcal. Donc, que fait le système? Il transforme ces parties du corps en source de honte. Il dit aux femmes qu'elles doivent les cacher, qu'elles doivent avoir honte d'elles, qu'elles ne doivent jamais les célébrer ou les honorer. Et une femme qui grandit avec cette honte internalisée devient son propre geôlier. Elle n'a même pas besoin d'être contrôlée de l'extérieur. Elle se contrôle elle-même. C'est le mécanisme de contrôle le plus efficace, jamais inventé. Et Spinoza nous donne les outils pour le démanteler. Car si vous comprenez que votre corps est une expression de la nature divine, que chaque partie de votre corps est une manifestation de la puissance infinie de la réalité elle-même, alors comment pourriez-vous en avoir honte? Comment pourriez-vous haïr quelque chose qui est fondamentalement une expression du divin? C'est impossible. Et c'est pour cela que la pensée spinoziste est si libératrice. Elle coupe à la racine toute la structure de honte corporelle sur laquelle le patriarcat s'appuie. Maintenant, parlons encore plus profondément de la sexualité. Car c'est peut-être le domaine où le patriarcat a été le plus violent, le plus répressif, le plus systématiquement destructeur. Pensez à l'histoire du contrôle de la sexualité féminine. Ce n'est pas seulement une histoire de règles morales. C'est une histoire de violence physique, de mutilation génitale, de ceinture de chasteté, de crimes d'honneur, de lapidation, de brûlage de sorcières. Le patriarcat n'a jamais simplement demandé gentiment aux femmes de contrôler leur sexualité. Il a utilisé la violence la plus extrême pour l'imposer. Pourquoi? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'énergie investie dans le contrôle de la sexualité féminine? La réponse spinoziste serait parce que la sexualité féminine libre représente une menace existentielle au pouvoir patriarcal. Une femme qui choisit librement ses partenaires sexuels, qui exprime librement ses désirs, qui prend son plaisir sans culpabilité, cette femme échappe au contrôle. Elle ne peut pas être facilement possédée, elle ne peut pas être facilement manipulée, elle ne peut pas être réduite à une propriété. Et le patriarcat repose fondamentalement sur la possession des femmes par les hommes, sur l'idée que les femmes sont des propriétés qui peuvent être échangées, vendues, héritées. Et comment pouvez-vous posséder quelqu'un qui est sexuellement libre? Comment pouvez-vous contrôler quelqu'un qui ne culpabilise pas de ses propres désirs? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour cela que le patriarcat a dû créer toute cette machinerie de culpabilité sexuelle, toute cette structure de honte, toutes ces menaces de violence, parce qu'il savait que sans cela, les femmes seraient incontrôlables. Mais maintenant, imaginez une femme qui lit Spinoza, qui comprend que son désir sexuel n'est pas un péché, que c'est une expression de son pouvoir vital, que c'est son corps, affirmant son droit à exister pleinement. Cette femme commence à se libérer de la culpabilité. Et une fois qu'elle se libère de la culpabilité, elle commence à agir différemment. Elle commence à choisir ses partenaires selon son propre désir, pas selon les attentes sociales. Elle commence à prendre son propre plaisir sérieusement. Elle commence à dire non quand elle ne veut pas. Elle commence à dire oui quand elle veut. Et ses choix apparemment simples sont révolutionnaires. Car chaque fois qu'une femme agit selon son propre désir sexuel authentique, plutôt que selon ce que le système attend d'elle, elle affaiblit le système. Elle crée une fissure dans le mur. Et si suffisamment de femmes font cela, le mur s'effondre complètement. C'est pour cela que la libération sexuelle des femmes n'est pas un problème individuel ou privé. C'est un problème politique. C'est une question de pouvoir. Et Spinoza nous donne la base philosophique pour comprendre pourquoi.
Maintenant, explorons encore plus la question du plaisir, car Spinoza a quelque chose de très spécifique à dire sur le plaisir qui est souvent mal compris. Beaucoup de gens pensent que Spinoza promeut une sorte d'hédonisme, que selon lui, nous devrions simplement chercher le maximum de plaisir possible. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce que Spinoza dit, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. Il dit que nous devrions chercher les plaisirs qui augmentent notre puissance d'agir. Pas tous les plaisirs. Certains plaisirs nous diminuent, ils nous rendent moins capables, ils nous affaiblissent. Pensez à l'addiction. L'addiction donne du plaisir à court terme, mais elle diminue votre capacité à agir à long terme. Donc, ce que Spinoza nous demande de faire, c'est d'être intelligent sur nos plaisirs, de choisir les plaisirs qui nous augmentent, qui nous rendent plus puissants, plus capables, plus libres, et de rejeter les plaisirs qui nous diminuent, qui nous affaiblissent, qui nous rendent dépendants. Et pour les femmes, cela a des implications énormes. Car beaucoup de ce que la société présente comme des plaisirs pour les femmes sont en fait des choses qui les diminuent. Pensez à l'industrie de la beauté. Elle promet du plaisir, de la confiance, de l'acceptation. Mais en réalité, elle crée une anxiété chronique. Elle crée une dépendance. Elle fait que les femmes se sentent constamment inadéquates. Ce n'est pas un vrai plaisir au sens spinoziste. C'est un plaisir toxique. C'est un plaisir qui diminue plutôt qu'il n'augmente. Mais maintenant, imaginez une femme qui apprend à distinguer entre les plaisirs qui l'augmentent et les plaisirs qui la diminuent, qui apprend à choisir les premiers et à rejeter les seconds. Cette femme commence à construire une vie de plus en plus puissante, une vie où elle est de plus en plus libre, de plus en plus elle-même. Et ses choix, encore une fois, ne sont pas simplement personnels, ils sont politiques. Car chaque fois qu'une femme refuse un plaisir toxique, elle refuse aussi le système qui le vend. Elle refuse la manipulation, elle refuse le contrôle. Passons maintenant à la maternité, car nous devons explorer cette question encore plus profondément. La maternité est peut-être le domaine où le patriarcat a été le plus insidieux dans sa manipulation. Car voyez-vous, le patriarcat ne dit pas simplement aux femmes qu'elles doivent être mères. Il fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il sacralise la maternité. Il en fait la chose la plus noble, la plus belle, la plus significative qu'une femme puisse faire. Il transforme la maternité en une vocation divine. Et puis, après avoir fait cela, il dit aux femmes, « Si vous ne voulez pas être mère, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas une vraie femme. Vous êtes égoïste. Vous êtes contre nature. Vous trahissez votre essence même. C'est un piège brillant. Car comment pouvez-vous refuser quelque chose qui est présenté comme la plus haute expression de votre nature? Comment pouvez-vous dire non à votre propre essence supposée? Beaucoup de femmes ne peuvent pas. Elles deviennent mères, non pas parce qu'elles le veulent vraiment, mais parce qu'elles ne peuvent pas supporter la culpabilité de ne pas le faire. Elles ne peuvent pas supporter d'être vues comme égoïstes, comme froides, comme non-femmes. Et puis, une fois qu'elles sont mères, le patriarcat leur dit « Maintenant vous devez vous sacrifier complètement. Vous devez abandonner vos propres désirs, vos propres ambitions, votre propre développement. Vous devez vivre entièrement pour vos enfants. Et si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise mère. » C'est un système de contrôle extraordinairement efficace. Il transforme la maternité, qui pourrait être une source de pouvoir et de créativité, en une prison, en un sacrifice perpétuel, en une annihilation de soi. Spinoza nous donnerait une perspective complètement différente. Il dirait « La maternité n'est pas votre essence, c'est une possibilité, une option, quelque chose que vous pouvez choisir si cela augmente votre puissance, si cela vous permet de vous exprimer pleinement. Mais ce n'est pas obligatoire, et ce n'est certainement pas une raison de vous annihiler vous-même. » Une mère spinoziste serait une mère qui choisit librement d'être mère, qui élève ses enfants tout en continuant à se développer elle-même, qui ne se sacrifie pas complètement mais qui trouve un équilibre, qui enseigne à ses enfants, par son exemple, que la vie est précieuse et doit être vécue pleinement. C'est une maternité complètement différente, une maternité libre. Et c'est cette maternité-là qui devrait être célébrée, pas la maternité sacrificielle que le patriarcat impose.
Explorons maintenant encore plus profondément la question de la femme libre et de son pouvoir transformateur. Car voyez-vous, quand nous parlons d'une femme libre, nous ne parlons pas simplement d'une femme qui a certains droits légaux. Nous ne parlons pas d'une femme qui peut voter ou posséder des biens. Ces choses sont importantes, bien sûr, mais elles ne suffisent pas. Une femme véritablement libre, au sens spinoziste, est une femme qui a transformé sa conscience elle-même, qui a démantelé les structures de honte et de culpabilité qu'on lui a inculquées, qui a reconstruit sa compréhension d'elle-même à partir de zéro, qui vit selon sa propre nature plutôt que selon les scripts qu'on lui a donnés. Et cette transformation n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus, souvent un processus douloureux, car il faut démanteler des croyances qui ont été là toute votre vie. Il faut affronter des peurs profondes, il faut risquer le rejet, l'ostracisme, la solitude. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car à la fin, vous trouvez quelque chose d'inestimable. Vous vous trouvez vous-même, votre vrai soi. Pas le soi que la société a construit pour vous, pas le soi que vos parents voulaient que vous soyez, mais le soi que vous êtes vraiment, profondément. Et une femme qui a trouvé son vrai soi possède un pouvoir que rien ne peut briser. Car son pouvoir ne dépend pas de l'approbation externe, il ne dépend pas de sa conformité aux attentes, il vient de l'intérieur, de sa propre nature, de sa propre compréhension, de sa propre détermination. Cette femme-là peut affronter n'importe quoi. Elle peut survivre à n'importe quelle tempête, car elle sait qui elle est, et personne ne peut lui enlever cette connaissance. Et maintenant, imaginez non pas une femme comme cela, mais des millions de femmes qui ont fait ce voyage, qui ont trouvé leur vrai soi, qui vivent selon leur propre nature. Quel monde cela créerait-il ? Ce serait un monde complètement différent du nôtre. Un monde où les femmes ne seraient plus opprimées parce qu'elles seraient incontrôlables. Un monde où les hommes seraient aussi libérés des rôles rigides qu'on leur impose. Un monde où chacun pourrait se développer selon sa propre nature unique. C'est la vision spinoziste. Et ce n'est pas une utopie impossible. C'est une possibilité réelle. Une possibilité qui dépend de nous, de nos choix, de notre courage, de notre détermination à être véritablement libres. Revenons maintenant à quelque chose de fondamental que nous devons comprendre plus profondément. La relation entre connaissance et liberté dans la pensée spinoziste. Car vous voyez, pour Spinoza, la liberté n'est pas quelque chose que vous recevez. Ce n'est pas un cadeau que quelqu'un vous donne. La liberté est quelque chose que vous conquérez à travers la connaissance. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Moins vous comprenez, moins vous êtes libre. C'est pour cela que l'éducation des femmes a toujours été un champ de bataille. Le patriarcat a toujours su que les femmes éduquées sont dangereuses. Que les femmes qui peuvent lire, penser, analyser sont des femmes qui ne peuvent pas être facilement contrôlées. Et c'est pour cela que pendant des siècles, l'éducation a été refusée aux femmes. On leur disait qu'elles n'en avaient pas besoin, que leur cerveau était trop petit, que l'éducation les rendrait masculines, ou folles, ou malades. Mais en réalité, on leur refusait l'éducation parce qu'on avait peur de ce que les femmes éduquées pourraient faire, peur de comment elles pourraient utiliser leurs connaissances pour se libérer. Et cette peur était justifiée. Car l'histoire nous montre que chaque fois que les femmes ont accédé à l'éducation, elles ont commencé à questionner leur oppression, elles ont commencé à revendiquer leurs droits, elles ont commencé à transformer la société. La connaissance est vraiment un pouvoir. Et pour les femmes, c'est le pouvoir de se libérer. Mais quelle connaissance exactement ? Car toute connaissance n'est pas également libératrice. Il y a des formes de connaissance qui renforcent l'oppression. Il y a des éducations qui enseignent aux femmes à accepter leur subordination. La connaissance véritablement libératrice, selon Spinoza, est celle qui vous permet de comprendre les causes réelles de votre situation, qui vous permet de voir comment le pouvoir fonctionne, qui vous permet de démanteler les illusions qu'on vous a inculquées. C'est une connaissance critique, une connaissance qui questionne. Une connaissance qui refuse les réponses faciles et les explications superficielles. Et c'est exactement ce que nous faisons maintenant, ensemble. En explorant Spinoza, en comprenant comment l'oppression fonctionne,
en voyant les mécanismes de contrôle. Nous acquérons cette connaissance libératrice. Et cette connaissance, une fois acquise, ne peut pas être enlevée. Elle reste avec vous. Elle vous transforme de l'intérieur. Terminons maintenant en revenant à la question la plus fondamentale de toutes. Pourquoi Spinoza? Pourquoi un philosophe du XVIIe siècle serait-il pertinent pour nous aujourd'hui, en 2025? La réponse est simple et profonde. Parce que Spinoza a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et la liberté qui est toujours vraie, qui sera toujours vraie. Il a compris que nous sommes des êtres qui aspirent naturellement à augmenter notre puissance, que nous voulons naturellement nous développer, grandir, devenir plus pleinement nous-mêmes. Et il a compris que l'oppression, sous toutes ses formes, contredit cette aspiration naturelle. Que l'oppression nous diminue, nous affaiblit, nous éloigne de notre vraie nature. Ces vérités sont intemporelles. Elles étaient vraies au XVIIe siècle. Elles sont vraies aujourd'hui. Elles seront vraies dans le futur. Et c'est pour cela que Spinoza continue à nous parler avec tant de force. Parce qu'il a touché quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui transcende son époque et son contexte. Alors que faisons-nous maintenant avec tout cela? Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est l'action. C'est de prendre ces idées et de les vivre, de les incarner, de les transformer en réalité concrète. Pour les femmes, cela signifie commencer le voyage vers la liberté véritable. Commencer à démanteler la honte et la culpabilité. Commencez à vivre selon votre propre nature. Commencez à revendiquer votre pouvoir. Pour les hommes, cela signifie reconnaître leur propre rôle dans le système patriarcal et commencer à le démanteler. Cela signifie soutenir les femmes dans leur libération tout en travaillant sur leur propre libération. Pour tous, cela signifie refuser d'accepter le monde tel qu'il est. Cela signifie travailler pour créer un monde où chacun peut véritablement vivre selon sa propre nature, où chacun peut expérimenter la joie de son propre pouvoir. C'est un travail qui ne finira jamais complètement, car il y aura toujours de nouvelles formes d'oppression à combattre, de nouvelles illusions à démanteler, de nouvelles libertés à conquérir. Mais c'est un travail qui vaut la peine, car à travers ce travail, nous nous créons nous-mêmes. Nous devenons véritablement humains. Nous réalisons notre potentiel le plus profond. Et c'est cela finalement le message de Spinoza. Pas un message de désespoir devant l'oppression, mais un message d'espoir. Un message qui dit « Vous avez le pouvoir de vous transformer. Vous avez le pouvoir de transformer le monde. Ce pouvoir existe en vous. Vous devez simplement le reconnaître et l'utiliser. » Merci. Merci vraiment profondément d'avoir fait ce voyage avec moi jusqu'au bout. Merci de votre patience. Merci de votre ouverture. Merci de votre courage d'écouter des idées qui peuvent être dérangeantes, perturbantes, transformatrices. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes à travers le monde font le même voyage. Elles se posent les mêmes questions. Elles aspirent à la même liberté. Ensemble, nous pouvons créer le monde que Spinoza a entrevu. Un monde véritablement libre. À très bientôt.